La souveraineté. Qu'est-ce que la souveraineté? Assiste-t-on à la crise de la souveraineté nationale? La notion de souveraineté touche à l'essence du politique. Elle en partage les ambiguïtés. La souveraineté se définit, en droit, comme la détention de l'autorité suprême, c'est-à-dire d'un pouvoir absolu dont tous dépendent, et inconditionné qui ne dépend de qui que ce soit. Dans les régimes despotiques, la souveraineté est le plus souvent détenue par un seul homme. Dans les démocraties, elle est détenue par le peuple, constitué en un corps politique, la nation. On parle dès lors de souveraineté nationale. La souveraineté est le pouvoir politique ultime, exercé de façon légitime. Le premier de ces théoriciens fut l'humaniste Jean Bodin. Avec ses 6 livres de la République, rédigés en français en 1576. C'est l'un des premiers livres savants à paraître dans notre langue. Et traduit en latin par l'auteur, la souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une république, c'est-à-dire la plus grande puissance de commander. Jean Bodin met l'accent sur le fait que la souveraineté dépasse la personne du monarque. Celui que l'on appelle souverain est le réceptacle et l'incarnation de la souveraineté, mais il n'en est pas le fondement. La théorie politique distingue depuis la fin du XVIIIe siècle 2 formes essentielles de souveraineté. La souveraineté nationale et la souveraineté populaire. La souveraineté nationale constitue historiquement la première théorie de la souveraineté. Formulée par l'abbé Sieyès en 1789, elle ne fait pas procéder la souveraineté d'une institution, mais d'une collectivité et d'une entité relativement abstraite, la nation. En France, l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 pose clairement le principe de la souveraineté nationale. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Dans ce cadre, la souveraineté ne peut être exercée par un despote, ni divisée entre plusieurs fractions du peuple. Elle est détenue par un être collectif et indivisible, distinct des individus qui la composent. Mais les contraintes de l'exercice du pouvoir impliquent que cette souveraineté soit déléguée. Le peuple, bien que constitué en corps politique, ne peut en effet délibérer directement sur les affaires publiques. Cette mission est donc confiée à des représentants élus, dont les décisions constituent l'expression de la volonté générale. Le ressort de la souveraineté populaire, quant à lui, est révélé par la maxime de la République romaine. La puissance appartient au peuple, mais l'autorité appartient au Sénat. La théorie de la souveraineté populaire est également issue de la Révolution française. Elle se rattache directement à la philosophie politique de Rousseau et à son analyse des républiques primitives, antiques ou modernes. Rousseau assimile la souveraineté à la volonté générale, l'expression idéale de celle-ci est le suffrage du peuple assemblé en forum. Par opposition à la théorie de la souveraineté nationale, la souveraineté populaire postule que la souveraineté ne peut être déléguée à des institutions et qu'elle doit s'exercer directement. Les principes de souveraineté nationale et de souveraineté populaire ne sont pas toujours exclusifs l'un de l'autre. L'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose ainsi que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. L'article 27 dispose pour sa part que tout mandat impératif est nul. En faisant coexister un régime représentatif avec des procédures de démocratie directe, la Ve République mêle donc les 2 notions. Assiste-t-on à une crise de la souveraineté nationale? Ernest Renan dit dans sa célèbre conférence à la Sorbonne du 11 mars 1882 « Les nations ne sont pas quelque chose d'éternel, elles ont commencé, elles finiront. La Confédération européenne probablement les remplacera. » Mais telle n'est pas la loi du siècle où nous vivons. La souveraineté est une en ce qu'elle légitime l'exercice du pouvoir politique et de ses instruments. Création monétaire, état de droit, politique publique, relations internationales.
Or, avec la monnaie unique, l'abandon du pouvoir monétaire et plus largement la construction européenne, la crise de légitimité démocratique et crise institutionnelle. Ces instruments n'appartiennent plus réellement à l'État français et la souveraineté nationale s'en trouve fragilisée. Cela ne signifie pas pour autant la fin de l'État et de sa souveraineté. Au contraire, c'est l'affirmation de ses responsabilités à l'égard de ses citoyens et le fait d'œuvrer pour le bien commun et le vivre ensemble qui doivent désormais se définir comme des réponses aux exigences des nouvelles réalités de l'universel.